Précédemment, nous avons défini ce qu'était la loi d'une variable aléatoire et dans cette vidéo, on va passer en revue ce qu'on appelle les lois usuelles, c'est-à-dire des lois qui apparaissent dans énormément de problèmes de probabilité. En première année, il n'y en a pas 36, en fait on va en voir seulement 3. Premièrement, la loi uniforme sur un ensemble quelconque. Deuxièmement, la loi de Bernoulli, de paramètres P quelconque. Et enfin, la loi binomiale, qui est une loi à 2 paramètres sur laquelle on va passer un peu plus de temps. Commençons par la loi uniforme, ça va aller vite. Voici la définition. Imaginons que x désigne une variable aléatoire et que x1, xn soient des éléments 2 à 2 distincts d'un ensemble E. Alors ici, c'est un ensemble vraiment quelconque, pas nécessairement une partie de R. On dit que grand X suit la loi uniforme sur l'ensemble x1, xn, et on note ce fait de cette manière-là. Vous voyez ici que le petit spaghetti, il se lit suit la loi. Ça se lit x suit la loi uniforme sur l'ensemble x1, xn. Si la loi de x est la suivante, tout d'abord les valeurs possibles de x, ce sont les xi, et si deuxièmement, les probabilités que x soit égal à xi sont toutes les mêmes, à savoir nécessairement 1 sur n, pour que la somme fasse 1. En fait, dire que x suit la loi uniforme sur x1, xn, ça veut donc dire juste que ces valeurs c'est les x1, xn, et que les événements x est égal à xi sont équiprobables. Ensuite, parlons de ce qu'on appelle la loi de Bernoulli B de P. Voici la définition. On dit qu'une variable aléatoire x suit la loi de Bernoulli de paramètre P, un réel compris entre 0 et 1, et on note ce fait de cette manière-là, x suit la loi B de P. Si premièrement, les valeurs possibles de grand X, c'est 0 ou 1, vous voyez que x ne peut prendre que 2 valeurs, et si ensuite la probabilité que x vaille 1 vaut ce fameux réel petit p, ce qui implique donc nécessairement que la probabilité que x vaille l'autre, 0, ça vaut 1 moins p pour que la somme fasse 1. L'intérêt de cette loi, c'est qu'il s'agit du modèle élémentaire pour le succès ou l'échec d'une expérience aléatoire. Alors, par définition, une variable aléatoire qui suit la loi de Bernoulli, elle ne peut prendre que 2 valeurs qui sont vraiment précisément 0 et 1. Mais en fait, si jamais vous rencontrez une variable aléatoire qui ne peut prendre que 2 valeurs, mais pas forcément précisément 0 et 1, en fait, vous pourrez toujours l'exprimer de manière très simple, en fait, avec une fonction affine, en fonction d'une variable qui suit la loi de Bernoulli. Regardez, prenons des exemples. Imaginons que vous rencontrez une variable aléatoire, y, qui peut prendre 2 valeurs qui sont 0 et 3, avec proba p de valoir 3 et proba donc 1 moins p de valoir 0. Eh bien, cette variable y, vous pouvez toujours l'exprimer comme étant 3 fois x, où x suit la loi de Bernoulli de paramètre p. En effet, lorsque x vaut 1, y vaut 3 fois 1, c'est-à-dire 3, et ça se passe bien avec probabilité p. Et lorsque x vaut 0, y vaut 0, et ça arrive bien avec probabilité 1 moins p. Prenons un autre exemple. Imaginons qu'on ait une variable aléatoire z qui prend les valeurs moins 1 et 1, avec toujours ces probabilités-là, p et 1 moins p. Alors ici, on va pouvoir dire par exemple que z est égal à 2x moins 1, où x suit une loi de Bernoulli de paramètre p. Ça marche, lorsque x vaut 1, z vaut 1, et lorsque x vaut 0, z vaut moins 1, donc ça fonctionne. Et en fait, ça va toujours fonctionner. Regardez, dans le cas général, si vous avez une variable v qui peut prendre 2 valeurs v1 et v2 quelconques, avec ces probabilités-là, p et 1 moins p, alors vous pourrez toujours écrire que v est égal à ax plus b, où x suit une loi de Bernoulli de paramètre p, où ici a et b sont 2 paramètres qu'il suffit d'ajuster pour que ça marche. Ça va juste donner un petit système linéaire à 2 équations, 2 inconnues. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pour vous faire comprendre que lorsqu'on définit et qu'on étudie la loi de Bernoulli, en fait, de façon cachée, on est en train d'étudier toutes les variables aléatoires qui ne peuvent prendre que 2 valeurs. On arrive au sujet central de cette vidéo, à savoir la loi binomiale. Avant de donner sa définition, il faut en fait ici qu'on parle d'une situation extrêmement classique en probabilité qui va en fait motiver la définition de la loi binomiale et qui d'une certaine manière est plus importante que la définition de la loi binomiale. Voilà la situation. C'est la situation où on a n variables aléatoires, les x1, xn, qui suivent toutes la même loi, à savoir la loi de Bernoulli de paramètre p, où ici p désigne un réel compris entre 0 et 1 qui est fixé. La signification de cette situation, c'est donc qu'on est en quelque sorte en train de faire n expériences aléatoires avec, pour chaque expérience aléatoire, 2 issues possibles, succès avec probabilité p ou échec avec probabilité 1 moins p. On va de plus faire la supposition que les xi sont indépendants, ce qui signifie que donc les expériences aléatoires ne s'influencent pas les unes les autres. Une autre manière de dire ça, c'est que si jamais pour tout i, on pose l'événement AI qui dit que xi est égal à 1, l'événement AI, en fait, il signifie que la ième expérience est un succès, eh bien, cette famille d'événements AI est une famille d'événements indépendants. Dans cette situation, on va s'intéresser à une autre variable aléatoire qu'on va noter S et qui est le nombre de succès sur les n expériences.
Autrement dit, S, c'est le nombre de xi qui valent 1. C'est très fréquent qu'on regarde ce genre de variable aléatoire en probabilité. Par exemple, si vous faites ng d'une pièce équilibrée et que vous notez S le nombre de piles, eh bien, on est dans cette situation où P vaut 1,5. Autre exemple, si vous faites n tir à l'arc, où à chaque fois vous visez une cible, et que vous notez S le nombre de fois que vous atteignez cette cible, on est dans cette situation où P désigne eh bien, la probabilité qu'à chaque fois vous atteigniez la cible. Cette variable aléatoire S, on va s'y intéresser. Premièrement, quelles sont les valeurs possibles de S? Eh bien, en y réfléchissant, c'est pas très compliqué, c'est toutes les valeurs entières qui sont comprises entre 0 et n. 0 désignant la situation où il n'y a eu aucun succès, n désignant la situation où il n'y a eu que des succès, et bien évidemment, tous les entiers intermédiaires entre 0 et n sont possibles. S peut parfaitement valoir 2 par exemple, ça signifie qu'il y a eu exactement 2 succès et n-2 échecs. La première remarque qu'on peut faire sur la variable aléatoire grand S, c'est que, d'une part, comme on l'a dit, c'est le nombre de xi qui valent 1, mais c'est aussi la somme des xi. Regardez, en fait, c'est pas très compliqué à comprendre. Si jamais vous regardez cette somme-là, la somme des xi, je rappelle que chacun des xi ne peut prendre que deux valeurs, un 0 ou 1. Donc en fait, là, on est en train de faire une somme de 0 et de 1. Alors pas forcément ceux qu'on a écrits, d'ailleurs ils sont aléatoires, mais peu importe, c'est bien une somme de 0 et de 1. Or, quand vous faites une somme de 0 et de 1, le résultat, c'est pas très compliqué, c'est le nombre de 1. Autrement dit, ici, c'est le nombre de succès. Et le nombre de succès, eh bien, c'est très exactement la variable aléatoire S. Donc S, c'est bien comme on l'a dit, la somme des xi. Mettez ça dans un coin de votre tête. À partir de maintenant, on va s'intéresser à la loi de cette variable aléatoire S. Alors, on connaît déjà les valeurs possibles de S, ce sont les entiers compris entre 0 et n, mais la question qu'on va maintenant se poser, c'est pour tout cas appartenant à cet ensemble, quelle est la probabilité que S vaille K? L'événement S égale K, par définition, il signifie que la séquence des xi a exactement K succès. Un exemple de séquence qui vérifie ça, c'est la suivante. C'est la plus simple. Mettons qu'on commence par exactement K succès, et puis ensuite on finit par n-K échec. On peut décrire cette séquence à l'aide des événements AI. Ça va donner la chose suivante. Tout d'abord, l'intersection des AI entre A1 et AK. Ça signifie que les K premières expériences sont des succès. Et puis ensuite, on intersecte ça avec l'intersection entre AK plus 1 bar jusqu'à AN bar. Ça signifie que les n-K dernières expériences sont des échecs. L'intérêt d'avoir écrit cet événement avec les AI, c'est que ça va nous permettre de calculer sa probabilité, puisque ici, les AI étant indépendants, la proba de cette intersection, eh bien, c'est le produit des probabilités. Et maintenant, prises isolément, ces probabilités, on les connaît parfaitement. Les K premières ici, ce sont des probabilités de succès, c'est-à-dire P, ce qui fait que quand on les multiplie entre elles, ça donne P puissance K. Et puis les n-K dernières, ce sont des probabilités d'échec, c'est-à-dire 1 P, de sorte que le produit de toutes ces probas donne 1 P puissance n-K. Voilà, on a la probabilité de cette séquence précise, c'est P puissance K fois 1 P puissance n-K. Alors attention, bien évidemment, cette séquence précise n'est pas du tout la seule qui réalise l'événement S égale K. Regardez, en voici une autre, tout aussi simple. La séquence pour laquelle on commence par n-K échec et on finit par K succès. Cette séquence aussi, elle réalise l'événement S égale K puisqu'elle a très exactement K succès. On peut calculer aussi sa probabilité. Regardez, au début, chacun des échecs, il est de probabilité 1 P, et puis ensuite, chacun des K succès, il est de probabilité P. Ça montre que par indépendance, avec exactement le même raisonnement que précédemment, mais en intervertissant les succès et les échecs, cette séquence, elle est aussi de probabilité P puissance K fois 1 P puissance n-K. Ce qu'on comprend à ce moment-là, c'est que en fait, toutes les séquences qui réalisent exactement K succès et n-K échec vont avoir la même probabilité, la P puissance K fois 1 P puissance n-K. Peu importe la localisation des 1 dans la séquence, puisque étant donné qu'il y aura exactement K succès, ça donnera P puissance K, et n-K échec, ça donnera 1 P puissance n-K. La conséquence pour nous, c'est que la probabilité qu'on cherche, c'est-à-dire la probabilité que S égale K, eh bien, elle vaut cette proba, P puissance K fois 1 P puissance n-K, fois le nombre de séquences qui ont exactement K succès. Il nous reste donc à déterminer ce nombre, c'est-à-dire à compter ces séquences. Ça, eh bien, c'est du dénombrement. Regardez, c'est pas très compliqué. Imaginons qu'on veuille construire une telle séquence qui a exactement K succès. On part ici de n emplacements vides et donc on va placer des 1 et des 0. Commençons par les 1. Il s'agit ici, parmi ces n emplacements, d'en choisir K pour placer des 1. Ça, il n'y a pas de mystère, le nombre de façons de faire, c'est K parmi n possibilités. Et puis, une fois qu'on a fait ça, maintenant, plaçons les zéros. Là, il n'y a qu'une seule possibilité, puisqu'il faut compléter tous les emplacements vides par des zéros. Conclusion, le nombre de séquences qui ont exactement K succès, c'est très exactement K parmi n. Donc,
Allons-y, ça nous donne notre réponse. La probabilité que S vaille K, c'est K parmi N fois la proba P puissance K fois 1 moins P puissance N moins K. Bien comprendre que dans cette formule, K parmi N, c'est le nombre de séquences ayant exactement K succès, alors que P puissance K fois 1 moins P puissance N moins K, c'est la probabilité de chacune de ces séquences. Faisons le bilan de ce qu'on vient de démontrer. On avait donc N expériences de Bernoulli, indépendantes entre elles, et on notait S, qui était le nombre de succès sur ces N expériences. On a donc démontré que dans cette situation, les valeurs possibles pour S, c'était les entiers compris entre 0 et N, et que pour tout cas, dans cet ensemble-là, la probabilité que S vaille K, c'était cette quantité-là. Cette loi de probabilité qu'on vient de mettre en évidence, elle est tellement importante en proba qu'on lui a donné un nom, on l'appelle la loi binomiale. Alors pourquoi binomiale? Parce qu'elle fait intervenir les coefficients binomiaux, les K parmi N. Tout ça nous amène naturellement à ce théorème définition. On dit qu'une variable aléatoire x suit la loi binomiale de paramètres n, un entier naturel non nul, et p, un réel compris entre 0 et 1, et on note de cette manière-là ce fait, vous voyez que la loi binomiale, elle est notée b de n virgule p. Si, eh bien, les valeurs possibles pour grand X, ce sont les entiers naturels compris entre 0 et n, et si, deuxièmement, pour tout cas appartenant à cet ensemble, la probabilité que x vaille k vaut ce fameux nombre, k parmi n fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Voilà, ça c'est pour la partie définition. On vient de définir ce qu'est la loi binomiale. Maintenant, passons à la partie théorème. Si x1 et xn sont n variables aléatoires qui sont premièrement indépendantes et deuxièmement toutes de la même loi de Bernoulli P, avec le même paramètre P, alors la variable aléatoire S qui est la somme des xi, souvenez-vous de la remarque de tout à l'heure, la somme des xi, c'est bien le nombre de xi qui valent 1, eh bien cette variable aléatoire S suit la loi binomiale de paramètre NP. Deuxième point de vue, mais qui dit en fait exactement la même chose, si A1 à N sont N événements qui sont indépendants et tous de probabilité P, la même probabilité, alors si on note S le nombre de succès entre guillemets, c'est-à-dire le nombre d'événements AI qui se réalisent, eh bien cette variable aléatoire S suit la loi binomiale de paramètres N et P. Toute cette partie théorème, eh bien en fait sa démonstration, c'est précisément le travail qu'on a fait précédemment. Petite remarque, si jamais une variable aléatoire x suit donc cette fameuse loi binomiale, alors si jamais on fait la somme pour k allant de 0 à n des probabilités que x vaille k, cette somme nécessairement elle vaut 1. On le sait, pour n'importe quelle loi de probabilité, on a toujours cette propriété-là. Mais en fait, il se trouve que cette égalité-là, on peut aussi la retrouver par le calcul. Regardez cette somme, elle vaut donc, d'après ce qu'on a dit, cette somme-là, la somme des k parmi n fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Et en fait, cette somme-là, on peut la voir comme un binôme de Newton. Un binôme a plus b puissance n, où a vaut p et b vaut 1 moins p. Donc, d'après la formule, ça donne a plus b puissance n, c'est-à-dire p plus 1 moins p, le tout à la puissance n. Maintenant, regardez à l'intérieur de la parenthèse, p plus 1 moins p, eh bien c'est 1, donc on tombe sur 1 puissance n, c'est-à-dire sur 1. Pour terminer cette vidéo, on va essayer de visualiser entre guillemets la loi binomiale. Ici, on s'intéresse à une variable x qui suit la loi binomiale de paramètres n est égal à 30 et puis p est égal à 0,2 ici sous vos yeux, mais vous allez voir qu'on va justement faire varier ce paramètre. Ce qu'on représente, c'est la distribution de probabilité. Donc en abscisse, vous avez les entiers k entre 0 et 30, les valeurs possibles de grand X, et en ordonnée, pour chaque entier k, on représente par un bâton la probabilité que x vaille k. Ici, par exemple, on lit graphiquement que la proba que x vaille 6, c'est à peu près 0,18. À noter que si on fait la somme des hauteurs des bâtons, ça fait 1, bien évidemment. Dans cette situation, ce qui est intéressant, c'est donc de faire varier ce paramètre P. Alors, le cas le plus simple, c'est le cas limite où P vaut 0. P égale 0, ça signifie que tout succès est impossible. Dans ce cas-là, X, qui compte le nombre de succès, ne peut valoir que 0. Donc, ça donne une distribution de probabilité très simple. La proba que X vaille 0 vaut 1. Là, le bâton, il est de hauteur 1, donc en fait, il sort de l'écran. Et toutes les autres probas valent 0. Ensuite, augmentons P. Ici, P vaut 0,025. C'est une valeur faible, donc chacune des 30 expériences a une proba faible de donner un succès. Donc parmi ces 30, le plus probable est que peu d'entre elles soient un succès. Sans surprise, les valeurs les plus probables pour x, ce sont les entiers proches de 0. Vous voyez ici les entiers les plus chargés par cette distribution, c'est 0, 1, 2, et puis ensuite ça décroît très vite. En fait, à partir de 10, les probas sont tellement faibles qu'on ne les voit même plus à l'écran. Maintenant, si on continue à augmenter la valeur de P, alors on rend de plus en plus probable les succès, et donc il devient de plus en plus probable qu'il y en ait plus. Sans surprise, la distribution de probabilité de X se déporte vers des valeurs plus élevées, jusqu'à la valeur P est égale à 1,5, pour laquelle la distribution est parfaitement symétrique. Elle est en fait centrée autour de 15.
C'est tout à fait logique, hein. Vous voyez, si vous faites 30 piles ou face et que vous comptez le nombre de piles, eh bien vous obtiendrez très probablement un nombre qui ne vaudra pas forcément 15 exactement, mais qui sera assez proche de 15. Enfin, quand on continue d'augmenter la valeur de P, la distribution se déporte vers les valeurs de K les plus élevées, c'est logique, jusqu'au cas limite où P vaut 1, et où donc X ne peut valoir que 30, puisqu'il n'y a que des succès. Voilà donc comment évolue la loi binomiale quand on fait varier le paramètre P.